Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du complément, aujourd'hui numéro 2 du nom, où on étudiera deux notions de compacité qui vont se révéler être équivalentes. Alors, permettez-moi de faire une petite introduction autour de cette histoire. Alors, quand on fait les premiers pas en topologie, donc notamment en deuxième année de classe préparatoire ou en licence 2, fin licence 2, on découvre la notion de compacité, et cette notion, on la voit à travers une généralisation du théorème de Bolzano-Weierstrass. Ce fameux théorème qui dit que de n'importe quelle suite réelle bornée, on peut extraire une sous-suite qui converge. Eh bien, la notion de compacité, suivant Bolzano-Weierstrass, va être de dire que de n'importe quelle suite dans cet ensemble, on pourra extraire une sous-suite qui converge. Donc ça, c'est la notion de compacité selon Bolzano-Weierstrass, et c'est la première notion de compacité qu'on pourrait rencontrer dans notre cursus post-bac. Mais il y a une autre notion de topologie qui fait son apparition aux environs de la troisième année de licence, première année de maîtrise. C'est la notion selon Borel-Lebesgue. En effet, on peut définir la compacité en disant que de n'importe quel recouvrement d'ouvert, donc c'est-à-dire de n'importe quelle collection d'ouverts telle que l'union contient en fait notre ensemble, on pourra extraire un sous-ensemble d'ouverts fini tel que ce sous-ensemble est encore un recouvrement de notre ensemble de départ. Donc c'est-à-dire que l'union des ouverts qui nous restera, qui forment un ensemble d'ouverts fini, eh bien elle sera encore dedans. Et bien ça c'est la notion selon Borel-Lebesgue. Et c'est pas très simple de voir si les deux notions de compacité sont les mêmes. À part cette idée d'extraction, d'un côté on a une suite dont on extrait une sous-suite qui converge, de l'autre côté on a une collection d'ouverts dont on extrait un sous-ensemble d'ouverts finis, qui forment un recouvrement, etc. À part cette idée d'extraction, les deux notions semblent quand même assez séparées l'une de l'autre. Et donc, étonnamment, ces deux notions vont être équivalentes dans le cadre des espaces métriques. Car c'est essentiellement le cadre qu'il va falloir se poser si on veut pouvoir parler de compacité selon Bolzano-Weierstrass. Car, selon Bolzano-Weierstrass, il faut parler de convergence de suite. Et pour parler de convergence de suite, si on réfléchit un tout petit peu, il faut dire pour tout epsilon, il existe un entier, blablabla, tel que la distance entre un et la limite doit être aussi petite qu'on veut, donc plus petite que epsilon. Donc il faut parler d'une distance pour pouvoir parler de la notion de compacité suivant Bolzano-Weierstrass. Et ce qui va donc être étonnant, c'est que à partir du moment où on se pose donc dans un espace métrique, dans lequel on peut définir la compacité suivant Bolzano-Weierstrass, eh bien la compacité suivant Bolzano-Weierstrass va être équivalente à la compacité suivant Borel-Lebesgue. Et ça va être tout l'objet de cette vidéo. Le but sera de vous mettre en avant, de vous démontrer, de vous expliquer en quoi les deux notions de compacité sont équivalentes. Je vais faire aussi une autre parenthèse, la notion de compacité suivant Borel-Lebesgue, comme elle ne fait intervenir que des ensembles d'ouverts, on peut s'en servir en dehors que dans la notion d'espace métrique. Il suffirait juste d'avoir un espace topologique, c'est-à-dire un espace dont on sait la collection des ouverts. D'accord? Donc une topologie, c'est se donner une collection d'ouverts qui doit vérifier certaines propriétés que je ne vais pas rappeler ici. Mais à savoir que à partir du moment où on a donc des collections d'ouverts, on peut très bien définir la compacité suivant Borel-Lebesgue. C'est là la force de la notion de compacité de Borel-Lebesgue, c'est que je n'aurai pas besoin d'une notion de métrique. Je n'aurai pas besoin de distance. Et donc pour Bolzano-Weierstrass, j'en ai besoin d'une distance. Mais à partir du moment où j'ai une distance, eh bien les deux notions vont être équivalentes. Bon. Alors maintenant, c'est quoi le plan pour aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je vais commencer par vous faire un rappel des deux notions. Donc compacité suivant Bolzano-Weierstrass et suivant Borel-Lebesgue. Puis je vais vous donner un plan d'attaque pour démontrer que les deux notions sont équivalentes. Et puis on suivra ce plan d'attaque. Voilà. Vous pourrez retrouver ce plan en description. J'ai mis les temps d'arrêt, comme ça si vous voulez passer des étapes et voir tout de suite certaines choses qui paraissent plus compliquées, vous pourrez
vous y amener directement. Et puis d'ailleurs, si vous êtes en train de suivre une explication, je vous inviterai fortement à faire demi-tour s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, que vous voulez réentendre peut-être pour mieux comprendre. Vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment fait pour ça, le support vidéo ici. Bon, alors commençons donc par ces rappels et définitions des deux notions de compacité. Alors, comme je l'ai dit, on va se poser sur un espace métrique. Donc, tout ce que je vais dire ici est valable pour un espace métrique. C'est quoi un espace métrique? C'est un ensemble muni d'une distance, ici que j'ai noté D. Et la distance, c'est quoi? C'est une application qui va de E croix E vers R, telle que ça doit toujours être positif si je prends X et Y dans E. Donc la distance entre X et Y, ça doit être positif. La distance entre X et Y vaut 0 si et seulement si X égale Y. Et enfin, la distance doit conserver, en tout cas doit vérifier plutôt, l'inégalité triangulaire. La distance entre X et Z, ça doit être plus petit que la distance entre X et Y, puis plus la distance entre Y et Z. Voilà. Si vous vérifiez ces trois propriétés, vous avez une distance. Et donc par exemple, un exemple que vous connaissez bien, c'est prendre un espace vectoriel et le munir d'une norme. La norme va induire automatiquement une distance. Et à savoir aussi qu'une distance induit automatiquement une topologie. C'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup des collections d'ouverts et tout ça dans des cadres d'espaces vectoriels normés. D'ailleurs, en dimension finie, quand on travaille avec des normes, les normes sont équivalentes, donc on ne parle pas forcément beaucoup de la topologie derrière. Mais il faut savoir que c'est important. D'accord? Et la topologie, elle est donnée à partir du moment où on a une distance. Car à partir d'une distance, on peut décrire des boules ouvertes. Et c'est souvent ces boules ouvertes qui forment la topologie. Car une topologie, c'est donné par des ouverts, je le répète. Bref, alors, les deux définitions, la première, compacité suivant Bolzano-Weierstrass, que vous devriez peut-être un peu mieux connaître. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir à travers cette vidéo. Donc, on va dire que F inclus dans E est compact suivant Bolzano-Weierstrass, et c'est la seule fois où je vais écrire en entier les noms. Donc Weierstrass, je vais abréger BW. Si et seulement si, de toute suite d'éléments de F, je peux extraire une sous-suite qui converge. Et de plus, cette limite, la convergence, cette limite doit être un élément de F. Donc, pour n'importe quelle suite xn d'éléments de F, il existe une fonction extractrice, phi, donc une fonction extractrice, c'est une fonction qui va de n vers n, qui doit être strictement croissante, telle que, la suite x phi n, la suite x phi n tend vers une limite, donc on a une convergence, vers une limite L qui doit appartenir à F. Donc voilà, ça c'est la compacité selon Bolzano-Weierstrass. Celle peut-être que vous pourriez connaître davantage. Une autre notion de compacité est la suivante, donc celle de Borel-Lebesgue. F inclus dans E est compact selon Borel-Lebesgue. BL. Si et seulement si, je répète, de tout recouvrement d'ouvert, on peut extraire un sous-recouvrement fini. Donc, de tout recouvrement d'ouvert, ça signifie de n'importe quelle collection d'ouverts ou famille d'ouverts, indexée par un ensemble I. Donc, famille d'ouverts. Qui doit former un recouvrement, ce qui signifie que F est inclus dans l'union des ouverts. Donc, I appartenant à grand I. Alors, il existe un sous-ensemble d'indices, c'est-à-dire un sous-ensemble d'ouverts, tel que F est inclus dans l'union de cette collection d'ouverts, de cette sous-collection d'ouverts finie. Voilà la notion de compacité selon Borel-Lebesgue. Donc encore une fois, je le répète, à part cette idée d'extraction, d'un côté
prendre une sous-suite qui converge, de l'autre côté, prendre un sous-recouvrement fini. À part ce côté un peu extraction, les deux notions ont a priori rien en commun. Enfin, à moins que vous connaissiez déjà le fait que les deux compacts sont équivalents ou des choses comme ça, a priori les deux énoncés sont quand même assez différents l'un de l'autre. Et pourtant, étonnamment, elles vont être équivalentes. C'est donc tout l'enjeu de cette vidéo. Alors, on va prouver cette chose, donc que la notion de compacité selon Bolzano-Weierstrass, c'est la même que la notion de compacité selon Borel-Lebesgue, et on va faire ça à travers 4 étapes. La première étape et la deuxième étape vont être une étude autour de la notion de compacité selon Bolzano-Weierstrass. On va montrer que un ensemble est compact selon Bolzano-Weierstrass implique qu'il est précompact. Je donnerai la définition de précompact d'ici quelques instants. Déjà, laissez-moi le temps d'énoncer le plan. Deuxième étape, si je prends F un compact, encore une fois selon Bolzano-Weierstrass, et là on va faire un premier pas vers le lien avec Borel-Lebesgue en disant si je prends un recouvrement d'ouvert quelconque, d'ouvert de F, a priori quelconque, eh bien il y a quelque chose d'étonnant qui va se produire, c'est assez surprenant. En effet, il va exister une taille de boule, qu'on va noter alpha, telle que pour n'importe quel x dans l'ensemble F, il va exister un ouvert dans la collection, tel que la boule centrée en x de rayon alpha est incluse dans l'ouvert. Quand même assez étonnant comme propriété, enfin, j'espère que cela vous surprend également. C'est quand même vraiment assez fort de pouvoir dire que voilà, il existe une taille de boule telle que pour n'importe quel x dans F, on est sûr que cette chose est vérifiée. D'accord? Et une taille non nulle, hein, bien sûr, parce que si c'était nul, ça serait un peu bête comme énoncé, mais vraiment une taille non nulle. Voilà, c'est quand même assez surprenant. Bon voilà. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, cette fois-ci, on va faire un pas dans l'autre sens. Si je pars de Borel-Lebesgue, on va essayer de montrer bien sûr qu'on a Bolzano-Weierstrass. Et donc, la propriété qui va être intéressante à démontrer va être la suivante. Si j'ai F compact selon Borel-Lebesgue, et d'ailleurs ça va vous rappeler un petit exo de colle si vous avez suivi la chaîne, si vous avez déjà vu un bon ensemble d'exercices. Donc si je prends F un compact selon Borel-Lebesgue et si je prends Fn une suite de fermés non vides, donc une suite de fermés non vides décroissante selon l'inclusion, et bien l'intersection de ces fermés est non vide. Donc des fermés dans L bien sûr. Alors l'intersection des Fn est non vide. Et donc oui, si vous avez été assez curieux pour regarder la plupart des exercices sur la chaîne, vous pourrez reconnaître un petit exo de colle que nous avons peut-être, que vous avez peut-être déjà rencontré du moins sur la chaîne. C'est le petit exo de colle numéro 41. Ce petit exo de colle parle notamment du théorème des compacts emboîtés. Si j'ai une famille de compacts dans un espace vectoriel normé, si j'ai une famille de compacts qui est non vide et qui est décroissante selon l'inclusion, alors l'intersection de ces compacts est non vide. Seul hic par rapport à ce que je viens d'écrire, c'est qu'on utilise la compacité selon Bolzano-Weierstrass et pas selon Borel-Lebesgue. Donc ça ne va pas du tout être la même preuve que je vais vous proposer ici. Mais vous pouvez avoir un peu en tête ce résultat, puisque ça va être quand même assez lié à ce résultat. Ce que je viens d'écrire, c'est à peu près ça, en fait, cette propriété de compact emboîté. Bref, et la quatrième étape, ça va être tout simplement de conclure. Donc voilà le plan.
Et puis bah, si vous voulez y rejeter un coup d'œil, n'hésitez pas à revenir en arrière. Bref, vous aurez les liens encore une fois en description. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil au besoin. On est alors parti pour prouver que ces deux notions sont équivalentes. Et donc, premier point, montrons que si j'ai un compact selon Bolzano-Wallerstrass, alors cet ensemble va être un précompact. Qu'est-ce qu'un précompact? Petite définition. Eh bien, F est un précompact si et seulement si, pour tout epsilon strictement positif, il existe un recouvrement de F par des boules ouvertes de rayons, donc un recouvrement fini, je précise, de F par des boules ouvertes de rayons epsilon. Donc de manière assez imagée, voilà, ça c'est votre ensemble F, et le recouvrement, ça doit être fait avec des boules qui sont toutes de même taille. Je le fais un peu mal mon truc, mais... Et il doit y avoir un nombre fini. Peu importe le epsilon que vous choisissez. C'est une propriété assez étonnante quand même, mais c'est un premier pas, pardon. Vous pourrez remarquer que c'est un premier pas vers la propriété de Borel-Lebesgue. Bon, alors essayons de démontrer cette chose. Et pour démontrer donc cette implication, on va le faire par l'absurde. Donc la preuve que je vais vous proposer ici, c'est une preuve par l'absurde. Après, si vous voulez, je le dis maintenant, si vous voulez vous amuser à essayer d'y réfléchir par vous-même avant que je ne dise quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo et à essayer d'avancer par vous-même comment on pourrait démontrer chacune des étapes. Ça peut être intéressant pour vous de vous frotter à ça, parce que bon, bah, ça peut être, moi je pense que ce genre de choses, cette idée de travailler avec deux notions de compacité et de montrer qu'elles sont équivalentes, ça pourrait très bien être une idée de sujet de concours. Pourquoi pas? Donc concours en classe préparatoire ou potentiellement des choses qu'on pourrait voir aussi en agrégation. Bon, même si ça sera peut-être un peu plus gentil pour des gens qui passent l'agrégation externe, mais bon voilà, ça peut être quelque chose qui pourrait être posé quelque part en format concours. Donc, voilà, on va dire que ça vous donne encore une motivation supplémentaire pour suivre. Bref, donc, bah moi je me lance directement et comme je l'ai dit, je vais démontrer la chose par l'absurde. Je vais prendre F, un compact selon Bolzano-Wallerstrass, et je vais supposer que F n'est pas précompact. Donc supposons que F n'est pas précompact. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne pas être un précompact, pardon. Ça veut dire qu'il existe un epsilon pour lequel nous n'avons pas de recouvrement fini de F par des boules ouvertes de rayon epsilon. Il existe epsilon positif tel que il n'y a pas de recouvrement de F par des boules ouvertes de rayon epsilon. Bien. Alors j'affirme quelque chose, puisque ça va être une conséquence de ça, c'est qu'on peut construire une suite xn d'éléments de f de façon à ce que le nouvel xn ne puisse pas appartenir à l'union des boules engendrées par les xi précédents. Donc, ainsi, il existe une suite xn d'éléments de f telle que, pour tout n, xn appartient à f moins l'union des boules centrées en xi de rayon epsilon, i allant donc de 0 jusqu'à n-1. On va commencer la définition à partir de x0, d'accord? Donc vous avez x0 qui va appartenir à f. Donc là je vais vous expliquer comment on construit cette suite-là. Donc pour la construire, on choisit n'importe quel f. F est un ensemble non vide. D'accord? C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait préciser, mais bon, je le précise maintenant, parce que bon, sinon,
pour tout epsilon, en fait, à partir du moment où j'ai cette propriété pour tout epsilon et j'ai quelque chose par rapport à un ensemble vide, bon, voilà, il n'y a rien à dire de vraiment très particulier. Bref, donc voilà, dès que j'ai un truc vide, si je prends un pour tout avec un vide, hein, c'est une question de logique, la propriété devient triviale. Donc si vous me permettez, je vais supposer à partir de maintenant que mes f sont non vides. On va pas rentrer dans ce genre de choses. Même si, si c'était vide, on peut justifier que tout va marcher parce qu'il y a une question de logique qui va être respectée. Bref, donc f étant non vide, je peux utiliser, enfin je peux prendre n'importe quel élément dans f, je considère ça comme x0. Puis je fais une boule autour de x0 et comme f n'admet pas de recouvrement fini, je devrais préciser fini quand même. Donc, n'admet pas de recouvrement fini avec des boules ouvertes de rayon epsilon, et bien si je fais un rayon epsilon autour de la boule x0, ça suffit pas pour faire le tour de f. D'accord? Donc, réfléchissons, enfin j'écris ce que je viens de dire. x0 est dans f dans un premier temps, et je sais que la boule, donc que f ne peut pas être inclus dans la boule centrée en x0 de rayon epsilon. Sinon, ça voudrait dire qu'on a un recouvrement fini par des boules ouvertes de rayon epsilon. Ce qui est quelque chose à laquelle on a dit non. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il existe x1 dans f, tel que x1 n'est pas dans la boule ouverte centrée en x0 de rayon epsilon. Puis ainsi de suite, je sais alors que f n'est pas inclus dans la boule centrée en x0 epsilon union la boule centrée en x1 epsilon. Encore une fois, sinon ça voudrait dire que j'ai un recouvrement fini par des boules ouvertes de rayon epsilon. Donc cette inclusion n'est pas respectée, ça signifie qu'il existe un x2 qui appartient à f et qui n'appartient pas à cette union. Et ainsi de suite, hein, j'espère que vous aurez compris comment ça marche, hein, c'est par récurrence, si vous voulez. Par récurrence, on peut définir cette suite. Ok? J'espère vous avoir convaincu. Très bien. Donc, si je vous ai convaincu, j'avance. Et grâce à cette suite, la seule chose que je sais faire avec une suite d'éléments dans f, c'est d'en extraire une sous-suite qui converge. C'est la seule chose que je peux faire, a priori, puisque je travaille avec un compact selon Bolzano-Weierstrass. Donc c'est ce que je vais faire. Il existe, donc comme f est compact suivant BW, donc comme f est compact BW, il existe une fonction extractrice, une fonction strictement croissante de n vers n, telle que, eh bien, x phi n converge et tend vers une limite qu'on peut noter L, quand n tend vers l'infini. Et ce L appartient à f. Bien. Et j'affirme qu'avec ça, on va avoir notre contradiction. En effet, avoir une suite qui converge, ça implique automatiquement que la suite est de Cauchy. Et là, peut-être vous avez un bug, vous êtes en train de vous dire, c'est quoi une suite de Cauchy au fait? Alors une suite de Cauchy, pour faire un rappel rapide, c'est de dire la chose suivante. Pour n'importe quel epsilon positif, il existe un entier tel que pour n'importe quelle paire d'entiers PQ plus grand que cet entier fixé grand N, alors la distance entre UP et UQ est plus petite que epsilon. C'est ça, avoir une suite de Cauchy. Alors les suites de Cauchy, on les a aussi rencontrées, si vous voulez voir peut-être un petit peu plus de détails et un cadre d'équivalence entre des suites de Cauchy et des suites qui convergent. Là, ça ne va pas être le cas, hein. Par contre, c'est pas une équivalence. Là, j'ai juste dit, si j'ai une suite qui converge, alors elle est de Cauchy. L'autre sens n'est pas toujours vrai. Mais dans le cadre des réels, ça va être vrai. Et c'est justement l'objet. Donc là, je vous donne une petite référence si vous voulez étudier un petit peu ce que sont les suites de Cauchy et voir un cadre d'étude possible. Je vous invite à regarder le petit exo de colle numéro 8.
Donc c'est un petit exo de colle où il faut démontrer que si j'ai une suite réelle qui converge, alors elle est de Cauchy, et c'est un si et seulement si. Donc c'est-à-dire que si j'ai une suite de Cauchy d'éléments réels, alors cette suite converge. Et donc c'est assez intéressant comme résultat, et puis bah, si vous voulez manipuler la notion de suite de Cauchy, c'est vraiment la bienvenue. Donc la référence, hein, toutes les références sont aussi en description. Donc c'est à tout moment où vous vous dites, bon, j'ai un peu de mal à suivre ce qu'il est en train de me raconter, j'ai peut-être besoin d'aller jeter un coup d'œil à ce qu'il me propose de regarder, n'hésitez pas à le faire, hein, ça sera tout bénef pour vous. Bon bref, donc xn étant de Cauchy, bah, je vais écrire pour tout, donc je vais réécrire ce que j'ai écrit, sauf que je ne vais pas le réécrire pour n'importe quelle paire NP, je vais regarder phi n et phi n plus 1. Donc là je vais pouvoir dire que pour tout epsilon positif strict, donc là notamment le epsilon positif strict c'est le epsilon qui est là-bas, il existe un entier tel que pour tout entier n plus grand que grand n, bien je vais pouvoir dire que la distance entre x phi n et x phi n plus 1 est plus petite que epsilon. Bon, tant qu'à faire, autant y aller franco, je vais mettre epsilon sur 2 à la place de epsilon. Ça ne change absolument rien à la chose, enfin en tout cas ça améliore un petit peu plus la chose par rapport aux arguments que je vais avancer. Car en effet ce que je vais avancer c'est que ça ne devrait pas être possible. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire alors que x phi n plus 1 appartient à la boule centrée en x phi de rayon epsilon. Appartient à la boule centrée en x phi n de rayon epsilon. Or, par construction de la suite, un phi de n plus 1 étant plus grand strict à phi de n, alors ça veut dire que x phi n plus 1 doit appartenir à f, sauf l'union des boules centrées en xi de rayon epsilon pour i allant de 0 à phi n plus 1 moins 1. Mais phi n est un indice qui va être compris entre les deux. Donc on a une contradiction. Une contradiction avec le fait que x phi n doit être un élément de f moins l'union des boules, i allant de 0 à phi n plus 1 moins 1, boule centrée en xi de rayon epsilon. Puisque là, ce que je suis en train de dire, c'est que x phi n plus 1 appartient à une de ces boules que j'avais enlevées pourtant, pour définir ma suite. Conclusion, ce truc-là n'est pas possible, et ça signifie donc que f est précompact. Bon, j'espère que ça va, on arrive à suivre. C'est pas évident hein, comme raisonnement, puis là on est vraiment dans de la topologie. Hein, là, il n'y a pas à nier. Bon, alors j'efface. Maintenant que j'ai terminé cette première étape, et je vais maintenant attaquer la deuxième étape. Deuxième étape qui est un résultat quand même assez étonnant, je trouve. Alors, deuxième étape de la preuve. Alors, je vais peut-être rappeler les étapes ici, juste histoire d'avoir une mémoire des choses qu'on a déjà fait. Donc, on a montré que si on a compact BW, alors on a précompact. Maintenant, la deuxième étape était de montrer que si j'ai F qui est compact selon Bolzano-Weierstrass, et si j'ai OI une famille d'ouverts qui forment un recouvrement quelconque, d'ouverts donc de F, si j'ai ça, alors il existe une taille de boule telle que pour n'importe quel élément de F, il va exister un ouvert tel que la boule centrée en X de rayon alpha est incluse dans l'ouvert OI.
Preuve. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses si vous voulez essayer un petit peu par vous-même pour essayer de démontrer ce truc-là. Alors, encore une fois, je vais utiliser une preuve par l'absurde. Alors ça me permet de faire une petite parenthèse par rapport à une discussion qu'on a eue avec un élève dans un autre sujet d'exo de colle. C'était le sujet où il fallait démontrer que E était irrationnel et je m'étais permis de faire un petit blabla autour des preuves par l'absurde. Donc c'est vrai que le côté irrationnel invite très fortement au côté preuve par l'absurde. Et plus ou moins de par sa définition, on va devoir faire des jeux de preuves par l'absurde. Mais l'idée était vraiment de vous faire comprendre qu'il peut y avoir des gens qui sont un peu contre cette idée de vouloir faire des preuves par l'absurde, parce que comme je l'expliquais, faire une preuve par l'absurde, c'est essentiellement montrer pourquoi il ne peut pas en être autrement, sans pour autant vraiment montrer pourquoi ça marche comme ça. C'est en disant quelque chose qui peut déplaire quand on fait une preuve par l'absurde. Mais c'est vrai que beaucoup de preuves qui peuvent amener à des choses intéressantes passent par des preuves par l'absurde. Donc là, on va avoir plusieurs exemples, on en a eu déjà un, et en voilà un deuxième. Donc on va faire une preuve par l'absurde ici. Et par l'absurde, ça veut dire que je vais supposer ça, et je vais supposer que ça, c'est pas vérifié. Donc c'est-à-dire que pour tout alpha strictement positif, il existe un x appartenant à f tel que pour tout i dans i, la boule centrée en x de rayon alpha n'est incluse dans aucun des ouverts. Alors qu'est-ce que je vais faire à partir de là? Encore une fois, la seule chose que je sais concernant mon ensemble f, c'est que c'est un compact selon Bolzano-Weierstrass. Et donc ça veut dire que si je veux pouvoir utiliser cette notion, il faut que je fasse intervenir une suite. Comment je peux faire intervenir une suite par rapport à cette propriété? Eh bien je vois que la valeur de alpha, je peux la changer comme je le souhaite. Et donc si je la choisis intelligemment, c'est-à-dire par exemple que je choisis alpha qui vaut 1 sur n, eh bien je vais pouvoir tirer une suite xn dans f, telle que pour tout i, la boule centrée en xn de rayon 1 sur n n'est dans aucun ouvert. Voilà ma suite, comment je vais la voir. Donc soit n un entier naturel non nul, alors il existe une suite xn d'éléments de f, telle que pour tout i dans grand I, la boule centrée en xn de rayon 1 sur n n'est dans aucun des ouverts. Ok? Et maintenant que j'ai ma suite, Bolzano-Weierstrass, je peux extraire une sous-suite qui converge. C'est parti. Donc, il existe phi qui va de n vers n strictement croissante, telle que, eh bien, x phi n converge vers L quand n tend vers l'infini. Et ce L appartient à f. Ok, très bien. Donc voilà, j'ai ma sous-suite qui converge. Mais, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour cette limite L? Si on y réfléchit un petit peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là j'ai dit que pour n'importe quel phi n, du coup, x phi n, la boule centrée en x phi n de rayon 1 sur phi n n'est incluse dans aucun des ouverts. Mais là maintenant, je fais tendre n vers l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la boule centrée en L de rayon epsilon, donc n'importe quelle taille strictement positif, il appartient à aucun des ouverts. C'est ça que je vais dire. Donc ça vient de la continuité qui va être imposée par la distance en fait. Puisque pour parler de continuité, on doit parler de la continuité autour d'une distance, ou autour de la topologie dans laquelle on travaille, mais dès qu'on a une distance, on a une topologie qui est donnée par cette distance, donc la distance en elle-même est continue pour la topologie dans laquelle on travaille. Donc là, notamment, par continuité de la distance, on va pouvoir dire la chose suivante: pour tout epsilon strictement positif, et pour tout i dans grand I, la boule centrée en L
de rayon epsilon n'est incluse dans aucun ouvert. Bon, ok, très bien. Et toujours par continuité, rien ne m'empêche ensuite de faire tendre epsilon vers 0. Et comme on travaille avec des ouverts, cela signifiera alors que L n'est dans aucun des ouverts. Alors, L n'appartient à aucun des ouverts. Pour tout I. Oui, mais les OI, c'est un recouvrement de F. Ça veut dire que F est inclus dans l'union des ouverts. Et ben voilà notre contradiction. Puisque la limite L, elle appartient à F. Si elle appartient à F, elle doit appartenir nécessairement à l'un des ouverts OI. Or là, avec cette construction, on a donc ici L qui n'appartient à aucun des OI, donc il ne devrait pas appartenir à F. Contradiction. Et ceci amène donc bien à une contradiction avec cette proposition. Donc ça veut dire qu'en effet, on peut écrire sa négation, et donc ceci devient vrai. C'est quand même marrant, hein, assez étonnant comme truc, hein, ce qui s'est produit. D'accord? Donc, bon, j'espère vous avoir convaincu avec cette histoire. Et bon, vous allez voir que d'ici la dernière étape, ça va être très utile. Bien, donc je vais peut-être récapituler la deuxième étape. La deuxième étape était la suivante. Si j'ai F compact suivant Poisson-Weierstrass, et si j'ai des ouverts OI qui forment un recouvrement, je vais peut-être essayer de donner une abréviation. Donc, recouvrement d'ouvert de F. Alors, il existe alpha positif, une taille de boule telle que pour n'importe quel élément de F, il existe un ouvert tel que la boule centrée en X de rayon alpha est incluse dans l'ouvert. Voilà. Hop, ok, très bien. Troisième étape maintenant. Le théorème des compacts emboîtés, version compacte, selon Borel-Lebesgue. Donc si j'ai F un compact suivant Borel-Lebesgue, et si j'ai une suite Fn de fermés, donc de fermés non vides, donc non vide décroissante selon l'inclusion de F, alors l'intersection des Fn est non vide. Encore une fois, n'hésitez pas à faire une pause si vous voulez essayer de le faire par vous-même avant que je n'avance. Donc, jamais 203. Troisième preuve par l'absurde. En effet, je vais vous faire une preuve par l'absurde en supposant que l'intersection est vide. Supposons que l'intersection des Fn... C'est quand même assez étonnant ici de supposer que l'ensemble est vide par l'absurde. C'est vrai que c'est pas souvent, ça arrive, hein. Je dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est quand même assez intriguant sur ce coup-là de démontrer qu'un ensemble est non vide en supposant par l'absurde qu'il est vide. Ça arrive, hein, ça peut arriver dans certaines circonstances, ça a pu déjà arriver dans certains exos de colle, mais par rapport à ce que j'avais énoncé un peu plus tôt, c'est quand même plus facile en général de supposer qu'il est non vide, puis d'arriver à des contradictions pour avoir quelque chose de vide. Bah là, étonnamment, ça va être plus simple d'avoir quelque chose de vide pour pouvoir conclure que finalement il est non vide. Alors maintenant que je sais que cette intersection est vide, je vais pouvoir dire quelque chose. En effet, je vais pouvoir dire que F, je peux l'écrire comme, si je ne fais pas de bêtises, comme F moins l'intersection des Fn.
Et vous allez voir que grâce à ce genre de manipulation, je vais pouvoir trouver un recouvrement d'ouvert. Je vous rappelle, j'ai une compacité selon Borel-Lebesgue, donc le seul moyen que j'ai pour avancer, c'est d'avoir un recouvrement d'ouvert de F. Et comment je vais faire? Je vais le faire exactement de cette manière-là. Je pars de ça. De ça, là j'ai une espèce de complémentaire par rapport à une intersection, ça va devenir une union des complémentaires. Donc union pour n appartenant aux entiers naturels de f moins fn. Mais pour l'instant, f moins fn, je ne sais pas si c'est un ouvert. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de faire un complémentaire par rapport à E, je suis en train de faire un complémentaire par rapport à F. Bon, c'est pas grave. Je peux juste dire que c'est inclus dans l'union, la même union, mais cette fois-ci complémentaire selon E. Et là, comme je sais que Fn, c'est des fermés, complémentaire de fermé, c'est un ouvert. Bon, là je viens donc de trouver un recouvrement d'ouvert de F. Selon Borel-Lebesgue, je peux en extraire un sous-recouvrement fini. Donc, selon Borel-Lebesgue, il existe un sous-ensemble J des entiers naturels fini, tel que je peux écrire que F est inclus dans l'union pour n appartenant aux entiers naturels, pas entiers naturels, pour n appartenant à J, ou J appartenant à J, disons, de E moins Fj. Mais cette union, on peut la décrire. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que F, enfin les Fn, forment une suite de fermées décroissantes. Par conséquent, les complémentaires, ça forme une suite d'ouverts croissantes. Donc, or, la suite des E moins Fn est une suite d'ouverts croissants de E. Par conséquent, dans cette union, qu'est-ce qui va primer? Eh bien, ça va être le J le plus grand. Donc ça veut dire que l'union, pour J dans grand J, de E moins Fj peut s'écrire E moins F max de grand J. Et donc ça veut dire que d'après tout ce que je viens de faire, F est inclus dans ce truc-là. Mais F max de J, c'est un fermé non vide de grand F. Donc ça veut dire qu'il existe un élément dans grand F qui appartient également à F max. Du coup, on a un problème. Donc la contradiction va venir du fait que, or, F max J est non vide, et donc il existe un élément qui est dans F max J, et dire qu'il est dans F max J, ça veut juste dire qu'il est dans F, et d'après mon histoire de recouvrement, ça veut dire qu'il est dans E moins F max de J. Donc là, ça veut dire que je viens de montrer que l'élément X est à la fois dans F max J, mais il est aussi en dehors de F max J. Contradiction. Et donc, le seul moyen pour que finalement tout ça marche, c'est que cette intersection soit non vide. Voilà, on vient de terminer la troisième étape alors. Donc troisième étape, F compact selon Borel-Lebesgue plus Fn suite de fermés, suite de fermés non vide décroissante selon l'inclusion de F. Et ça m'a amené à dire que l'intersection PFN non vide. Bien, alors maintenant il va falloir rassembler tout ça, et c'est pour ça que je vous ai réécrit les étapes ici, c'est histoire que vous les ayez sous les yeux pour la fin. Hop. Il est temps
de rassembler tout ça pour conclure. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par démontrer Bolzano-Wallenstrass à l'aide de Borel-Lebesgue. Donc c'est parti pour la quatrième étape. Donc je vais commencer par montrer Bolzano-Wallenstrass à partir de Borel-Lebesgue. Alors, pour ça, ça veut dire que je dois prendre une suite d'éléments dans F et je dois montrer que je peux en extraire une sous-suite qui converge. Très bien. Alors, soit Xn, une suite d'éléments de F. Et bien sûr, je démarre avec F compact, selon Borel-Lebesgue. Alors, pareil, il faut réfléchir un petit peu, il faut se dire, là, si je veux pouvoir avancer, il faut que je fasse intervenir une suite d'ouverts. Un des moyens d'essayer de penser, c'est de se dire, je peux essayer de faire intervenir une suite d'ouverts, un recouvrement d'ouverts, et à partir de ce recouvrement d'ouverts, essayer d'extraire un recouvrement fini. Bon, ça, c'est peut-être une possibilité. Mais une autre possibilité qui s'offre à nous, à la suite de ces choses qu'on a démontrées, on part de F qui est Borel-Lebesgue, une des propriétés qu'on a démontrées, c'est celle-ci. Et donc une bonne idée serait d'essayer de faire ressortir des fermés qui sont décroissants dans le sens de l'inclusion, qui sont non vides, et à partir de là, pouvoir faire une intersection qui va me donner quelque chose qui est non vide. Et si je le fais intelligemment, ça pourrait être une bonne idée de faire en sorte que cette intersection corresponde à une histoire de prendre des valeurs d'adhérence. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Mais si vous ne me voyez pas venir, c'est dommage. Mais si vous me voyez venir, je vais poser un ensemble. Je vais noter soit P, un entier naturel, et posons, alors c'est peut-être pas soit P, mais plutôt pour P entier naturel, posons XP, l'ensemble des UN, pas des UN, des XN, avec l'indice N plus grand que P. Réfléchissez-y un instant. Si vous y pensez juste un petit peu, vous vous dites, oui, alors si je veux une valeur d'adhérence, c'est vrai que c'est pas bête de se dire, en fait, je vais faire une suite d'ensemble juste en enlevant petit à petit les premiers indices. Et plus je vais enlever les premiers indices, plus je vais me rapprocher des valeurs d'adhérence. Le problème, c'est que les valeurs d'adhérence, normalement, ce sont des limites de ces choses-là. Et les limites, c'est pas forcément inclus dans cet ensemble. Bon, qu'importe, prenons l'adhérence. Donc soit XP souligné, l'adhérence de XP. L'avantage avec cette adhérence, c'est que ça me permet de dire que ce truc-là est un fermé. Donc XP bar est un fermé. Et en plus, c'est un fermé non vide. Donc là, je vais mettre en avant les hypothèses que j'ai besoin pour pouvoir faire l'intersection. Il y a ça, donc j'ai une suite de fermés non vides, et il faut que ce soit décroissant selon l'inclusion. Donc décroissant selon l'inclusion, ça va être vrai parce que je sais que XP, il est inclus. Non, pardon, dans l'autre sens. Il contient XP plus 1. Si je prends tous les termes de la suite à partir de P plus 1, j'ai aussi tous les termes de la suite. Si je prends tous les termes de la suite à partir de P, j'aurai aussi tous les termes de la suite à partir de P plus 1. Donc cette inclusion est vraie, et donc ça passe à l'adhérence, cette inclusion. Ça implique que l'adhérence de XP contient l'adhérence de XP plus 1. Et donc on est exactement sous les hypothèses de l'application du troisième résultat que nous avons démontré. Selon 3, on peut affirmer que l'intersection pour P entier naturel des XP bar est non vide.
Et j'affirme que ça, c'est l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite Xn. Cet ensemble représente l'ensemble des valeurs d'adhérence donc c'est l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite Xn. Bon, alors maintenant, il faut peut-être y réfléchir un petit peu si on veut vraiment expliquer pourquoi ça c'est vrai. Alors, ok, si je prends un élément lambda, donc soit lambda, un élément qui est dans l'intersection. Dire qu'on est dans l'intersection, ça veut dire qu'on est dans n'importe quel P, hein, donc dans n'importe quel indice, n'importe quel ensemble là-dedans. Donc ça implique que pour tout P, on a que lambda appartient à xp bar. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un élément appartient à l'adhérence d'un ensemble? Voilà, ça demande quand même une petite réflexion. Mais si on y réfléchit bien, ça veut dire que lambda, si je prends n'importe quel voisinage autour de lambda ouvert, alors l'intersection entre ce voisinage et xp, eh bien cette intersection est non vide. Donc, pour n'importe quel voisinage, alors tant qu'à faire, je vais faire intervenir les boules ouvertes. Donc pour tout epsilon positif, la boule centrée en lambda de rayon epsilon inter xp est non vide. Ok. Alors, je ne sais pas si vous le voyez venir, mais comme je sais que cette propriété est vérifiée, eh bien, ce que je peux faire, c'est qu'à partir de cette propriété, je peux extraire une sous-suite qui converge vers lambda. Alors, je vais l'expliquer, comment je peux faire, juste pour que les choses soient bien claires entre vous et moi, pour ceux qui auront la référence. C'est un peu vieux quand même comme référence, mais bref. Alors, comment je peux faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec le epsilon. Ok? Donc, je peux commencer par jouer avec epsilon et dire, en fait, je vais prendre epsilon égale 1. Ok? Si je prends epsilon égale 1, je sais que l'intersection entre ce truc et xp est non vide. D'accord? Et ce pour tout p. Donc ce que je pourrais... Alors epsilon égale 1. Donc ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais prendre le plus... Parce que les xp sont inclus les uns dans les autres. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais prendre le plus petit élément qui apparaît dans l'intersection b lambda 1 avec x0. Donc je pourrais commencer par considérer y comme étant le min. Alors, il faut que je fasse un petit peu attention, mais je veux parler en termes d'indices. Donc je peux considérer, je vais dire ça, je peux considérer, disons n1 comme étant le min des indices n tel que, eh bien, xn appartient à la boule centrée en lambda de rayon 1. Si je prends ensuite epsilon égale 1,5, j'ai la même propriété qui est vérifiée. Et avec cette même propriété, je peux définir un minimum. Donc je pourrais faire avec epsilon égale 1,5, un minimum n2, qui serait le minimum des entiers, tel que xn appartient à la boule centrée en lambda de rayon 1,5. Par contre, je vais faire quand même quelque chose pour être sûr que n1 soit différent de n2, je vais juste enlever l'indice que j'avais déjà.
Parce que potentiellement que le premier indice N1 que j'avais était déjà un petit peu plus proche que juste d'une distance 1. Ça pouvait peut-être être, d'une distance 1,5. Ok? Donc N2, je vais considérer l'indice après N1 qui vérifie cette propriété. Puis je continue. Epsilon égale 1 tiers. Et je peux faire la même chose. N3 égale min. Bon, j'espère que vous avez compris ce qui se passe là. Donc Xn appartenant à la boule centrée en lambda de rayon 1 tiers, auquel je vais enlever les premiers indices. Donc N1, N2. Et donc ceci, avec la construction que je suis en train de vous donner, me donne une fonction extractrice. Donc en fait, je peux poser, donc en posant phi de P comme étant n indice P, cette fonction est strictement croissante. Par construction, d'accord? Et de plus, j'affirme que x phi p converge vers lambda. Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez construit x phi p, c'est encore dû à la construction, on a construit x phi p de façon à ce que, car la distance, alors, n entier naturel non nul, p en entier naturel non nul, on a construit la suite là d'indices de façon à ce que la distance entre x phi p et lambda soit plus petite que 1 sur p. Et 1 sur p, ça tend vers 0 quand p tend vers l'infini. Donc autrement dit, pour tout epsilon positif, il existera un grand P appartenant aux entiers naturels, tel que pour tout petit p plus grand que grand P, ça c'est plus petit qu'epsilon. Voilà, je l'écris pas. Mais voilà, j'ai terminé ma construction, j'ai donc été capable d'extraire à partir d'une suite d'éléments de f une sous-suite qui converge. J'ai donc démontré que f est un compact selon Bolzano-Weierstrass. Bon, j'ai donc démontré une implication, reste à démontrer l'autre implication. Hop. Alors, montrons maintenant que être compact selon Bolzano-Weierstrass implique être compact selon Borel-Lebesgue. Ok, donc j'ai F compact selon Bolzano-Weierstrass, et je vais considérer une famille d'ouverts qui est un recouvrement de F, soit OI, recouvrement de F. Donc, le but du jeu est de montrer qu'on peut extraire une sous-famille finie d'ouverts qui forme encore un recouvrement de F. Alors, pour pouvoir avancer, je vais utiliser ce que j'ai déjà démontré. Donc on a déjà utilisé 3, on se doute bien que je vais devoir utiliser 1 et 2, parce que là je pars d'un compact selon Bolzano-Weierstrass. Alors je vais d'abord commencer par 2. Car 2 me dit qu'il va exister un alpha tel que cette propriété va être vérifiée. Je vais l'écrire. Ok, alors. Donc, d'après 2, on sait que il existe alpha positif tel que pour tout x dans F, il existe un indice i tel que la boule centrée en x de rayon alpha est incluse dans OI. Et je rappelle juste l'énoncé. Bien. Maintenant que j'ai un alpha strictement positif, je vais pouvoir utiliser la notion de précompact. Donc maintenant, je vais utiliser le point 1. Le fait de savoir qu'un tel compact est précompact, ça me permet de dire que je peux avoir un recouvrement fini de F par des boules ouvertes de rayon epsilon.
donc de rayons alpha, pardon. Or, via 1, il existe. Donc pour dire qu'il existe un recouvrement fini, ce que je peux juste dire, c'est qu'il va exister un ensemble d'éléments qui vont être les centres de mes boules. Et cet ensemble d'éléments va être fini. Donc je vais avoir un ensemble d'éléments comme ceci. xi, égale à i, enfin égale à m, qui sont des éléments a priori de E. Ok. Tel que... Alors on réfléchit. Alors, tel que... je veux dire que F admet comme recouvrement les boules centrées, donc c'est ça, donc l'union pour I allant de 1 à N de la boule centrée en XI de rayon alpha. Ok. Alors, il y a un petit quelque chose que je pourrais ajouter, c'est que pour construire ces boules ouvertes, je vais l'ajouter maintenant, pour construire ces boules ouvertes, je pourrais simplement prendre des éléments en tant que centre, des éléments qui sont dans F. Ça mange pas de pain. Ça mange vraiment pas de pain de dire que finalement les centres des boules sont dans F. Parce que s'il n'est pas dans F, rien n'empêche à partir d'une boule qui, qui recouvre une partie de F, d'accord ? À partir d'une boule qui recouvre une partie de F, on peut très bien bouger le centre et le ramener dans F. D'accord, essentiellement c'est ça l'idée. Ok. Et puis au pire, on peut rajouter à la place donc d'une boule, on peut très bien rajouter, si F était un peu quelconque, on pourrait rajouter quelques points, un certain nombre de points finis, de façon à ce que les éléments soient dans F. D'accord ? Soyez rassurés là-dessus. Donc bon, je crois même d'ailleurs peut-être que ça faisait partie de la définition, peut-être que je ne l'ai pas dit et j'aurais peut-être dû le dire, ça fait partie de la définition de précompact. Je pense qu'on doit préciser que les centres des boules ouvertes sont dans F. À mon avis, je pense que c'est ça qui manque peut-être, qu'il fallait dire dans la définition de précompact. Si c'est bien cela, je m'en excuse et je le mentionnerai rapidement en description si en effet c'est bien la petite chose qu'il fallait ajouter. Bref, donc j'ai ça, ok. Et puis je sais que chacune de ces boules est incluse dans un des ouverts via 2. Donc ça veut dire que pour tout I, je sais que la boule ouverte de centre XI de rayon alpha est incluse dans un ouvert indicé par rapport peut-être à la boule que j'ai sous la main. Donc là ici c'est indicé par rapport à X bien sûr, puisque vu comment vous voyez que normalement les pourtours et il existe ne peuvent pas commuter, donc là ça veut dire que le I dépend de X, ok. Donc là ici notamment l'indice doit dépendre de XI, donc je vais me permettre d'écrire JXI. Donc pour tout I1, il existe JXI, un élément de grand I, tel que ceci. Et donc, ça veut dire que F est inclus dans cette union, mais chacune des boules est incluse dans l'union, donc, encore une fois pour I allant de 1 à N, de OJXI. Et donc ça, c'est justement un recouvrement fini. Ici, grand J, ça serait juste l'ensemble formé par les JXI. Bon voilà, j'ai terminé. Je viens de démontrer que si on a Bolzano-Weierstrass, alors on a Borel-Lebesgue. Si on a un recouvrement d'ouvert quelconque de F, on peut en extraire un recouvrement fini d'ouvert. Et voilà, ceci conclut donc la preuve de l'équivalence entre ces deux notions de compacité qui a priori n'avaient pas grand chose en commun, mais qui finalement se retrouvent à être totalement équivalentes dans le cadre des espaces métriques. Bon voilà, ça fait une petite heure de vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. C'est vraiment de la topologie assez complexe, hein. Il faut quand même prendre son temps pour bien comprendre toutes les choses qui se sont produites ici.
Mais j'espère que ça vous a beaucoup plu de voir vraiment une interaction entre deux notions de compacité, peut-être une notion de compacité que vous n'aviez pas encore vue, la notion de Borel-Lebesgue. Vraiment, enfin moi je trouve ça super joli comme truc. C'est vrai qu'il y a, je sais pas s'il y a des gens qui se sont déjà posé des questions autour de cette équivalence, mais je pense que ça fait partie justement des questions qu'on devrait se poser, parce que bon bah là on amène deux notions de compacité, on vous dit c'est compact si et seulement si, ou d'un autre côté on vous dit c'est compact si et seulement si. Mais on peut se poser la question, mais est-ce que les deux notions de compacité coïncident? Ça paraît un peu naturel de se poser cette question. Et en effet, tout va bien, elles coïncident bien dans le cadre des espaces métriques, donc c'est-à-dire dans le cadre où on pourra toujours définir la compacité suivant Bolzano-Weierstrass. Et je répète que l'intérêt de la compacité de Borel-Lebesgue, c'est essentiellement qu'on peut le définir à partir du moment où on a une topologie sur un espace. Puisqu'il nous faut juste des ouverts pour pouvoir définir la compacité suivant Borel-Lebesgue. Bon, sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par, bien sûr, le contenu de la chaîne de manière un peu plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. Comme d'habitude, je vais encore me planter, oui, me soutenir sur Paypal. Ici le lien pour s'abonner, on n'est pas très loin des 2000, alors je vous invite vraiment à vous abonner, ça serait cool de dépasser les 2000 d'ici peu. De nouvelles vidéos, et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Sur ce, portez-vous bien, et à très bientôt. Salut à tous!